commence à l'heure, on finira tôt. Donc j'appelle les modérateurs, Dominique Midi de Bordeaux et Jean Sabatier de Rouen. Qui vont co-modérer cette séance. Merci Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, mes chers collègues, c'est un grand honneur et un privilège de venir représenter notre société de chirurgie vasculaire à l'Académie de chirurgie. On vient régulièrement et on y est très heureux, je répète, et très honoré. Cette année, notre société est particulièrement représentée, bien je ne sais pas, mais représentée puisqu'il y a le past président, moi-même, le prochain président, le docteur Moreau qui est ici, et notre secrétaire général qui est Jean Sabatier de Rouen. Donc vous voyez que la société est là en nombre et esqualité. Nous avons souhaité parler aujourd'hui de différents sujets. Nous avions déjà parlé des endoprothèses, qui est une partie importante de notre activité, dans les nouveautés également qui se développent beaucoup, toute la chirurgie mini-invasive, endovasculaire. Et là, nous allons revenir vers une chirurgie plus conventionnelle qui, elle aussi, bénéficie des nouvelles stratégies dans la prise en charge, à la fois pour l'hémodialyse, pour les infections qui restent un gros problème, les infections des prothèses aortiques, et pour la chirurgie carotidienne, qui a une place un peu nouvelle, dont nous parlera le professeur Rico tout à l'heure. Voilà, donc si vous voulez, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Lydie Steinmetz, qui vient de Besançon, qui est une spécialiste et référente en abord vasculaire pour hémodialyse et qui va nous faire part de sa stratégie. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous parler... Pardon ? C'est bon. Je vais vous parler de la stratégie de prise en charge des sténoses des abords vasculaires. C'est un sujet de chirurgie vasculaire qui n'est pas très récent, soit, mais qui est mal connu. En France, comme dans le monde, le nombre d'insuffisants rénaux dépendant de la dialyse est en nombre croissant. La prise en charge de ces malades est souvent difficile du fait de nombreuses comorbidités comme les cardiopathies ischémiques, le diabète, voire l'obésité. De la qualité de la dialyse dépend la survie de ces patients, qui est elle-même directement liée à la qualité de l'abord vasculaire. La sténose de ces abords vasculaires est la complication tardive la plus fréquente. Elle est liée à une hyperplasie néo-intimale veineuse qui se développe au niveau de l'anastomose artério-veineuse sur le versant veineux de l'anastomose et se développe également le plus régulièrement au niveau de l'anastomose veineuse des pontages artério-veineux. Cette hyperplasie néo-intimale est liée à la prolifération de cellules musculaires lisses et de myofibroblastes qui migrent dans la paroi du vaisseau pour se localiser dans la néo-intima, est liée à une angiogénèse, une prolifération de macrophages qui forment une couche indépendante, ainsi qu'à une forte expression des cytokines, notamment le PGDF. Toute cette hyperplasie intimale survient sous la pression du shear stress, qui est une agression de la paroi de la veine par la colonne sanguine. Ce shear stress est également favorisé par les microtraumatismes locaux comme les ponctions d'aiguilles. La photo traditionnelle de l'hyperplasie intimale veineuse avec cette néo-intima qui occlue petit à petit la lumière veineuse pour arriver à la thrombose complète. L'âge, le sexe féminin, le diabète, le contrôle urémique sont des facteurs prédisposants à la sténose. Des facteurs biologiques également interviennent comme un syndrome inflammatoire, des facteurs plaquettaires, le métabolisme phosphocalcique qui est souvent perturbé chez le diabétique, les troubles lipidiques là aussi souvent modifiés chez ces patients diabétiques et l'homocystéinémie joue un rôle.
La pratique d'une chirurgie soigneuse, en évitant le traumatisme des vaisseaux, l'absence de clampage et la réalisation des anastomoses sous garrot pneumatique, quand on évite la torsion des vaisseaux, l'angulation de l'anastomose, sont tous des facteurs qui limitent le risque de sténose de l'anastomose à distance. Les facteurs hémodynamiques sont donc l'élément le plus important, avec ce shear stress lié à l'agression de la paroi veineuse par le flux sanguin. Ces facteurs hémodynamiques sont également liés aux ponctions, comme je le disais tout à l'heure. Des études récentes montrent que l'angulation entre l'artère et la veine lors de la réalisation de l'anastomose favorise ou non la formation d'une hyperplasie néo-intimale, et un angle inférieur à 45 degrés semble l'angulation idéale. Pour une fistule native, le risque d'une survenue d'une sténose à 1 an est de 16,2%, alors qu'il est de 62% lorsque l'on crée un pontage artério-veineux prothétique de dialyse. Les facteurs prédisposants sont donc le pontage, la prothèse par rapport à la fistule native, et une fistule native à l'avant-bras a moins de risque de sténose qu'une fistule au bras. La prévention de la survenue de ces sténoses est un élément fondamental. La prévention primaire, déjà par la préservation du capital veineux chez tout insuffisant rénal avant la dialyse, où de principe un membre supérieur est préservé. Une réduction du shear stress par une pratique chirurgicale soigneuse, des ponctions par du personnel entraîné, l'amélioration également des aiguilles de dialyse permet de limiter un peu cette agression. La prévention médicamenteuse joue aussi un rôle. Les antiagrégants plaquettaires n'ont pas montré de bénéfice en termes de prévention de sténose. Le clopidogrel a un bénéfice démontré simplement dans la prévention de la thrombose après la création de la fistule. Les statines, en revanche, ont un bénéfice de par leur action sur la paroi des vaisseaux. J'ai noté dans quelques articles l'huile de poisson, que je ne connais pas bien. Le PO également a un rôle favorisant dans la sténose dans sa forme d'injection. L'injection intraveineuse augmente le risque de sténose par rapport à la voie sous-cutanée. Les sténoses de l'anastomose et juxtase anastomotique, elles se manifestent cliniquement par une diminution du calibre de la veine à la palpation, également donnent un caractère fibreux à la veine. Lors des séances d'hémodialyse, les infirmières rencontrent des difficultés de ponction ainsi qu'un hypodébit lors de la séance de dialyse. Le diagnostic est réalisé par échodoppler. Le traitement est habituellement chirurgical. Il s'agit de la réimplantation de la veine artérialisée en amont de l'anastomose précédente, soit directement, soit par l'interposition d'un greffon prodétique. Oh mince. Donc, comme vous le voyez sur les schémas, soit on réanastomose la veine quelques centimètres en amont de la précédente, ou si les vaisseaux sont trop éloignés, comme c'est le cas dans les anastomoses au bras, on peut mettre en place un patch d'élargissement au niveau de la veine, ou on peut interposer un greffon prothétique, où là on retombe dans les statistiques de risque de sténose de tout pontage de dialyse. L'autre traitement dont on dispose actuellement est l'angioplastie, adapté particulièrement pour les sténoses post-anastomotiques. Il faut le réaliser donc par une ponction rétrograde dans la veine, et on dilate avec un ballon d'angioplastie dont la taille est adaptée. Il faut souvent des pressions hautes. Il faut adapter la taille du ballon également à l'anastomose qui est juste à côté, qu'on ne doit pas déchirer.
La prise en charge des sténoses périanastomotiques a été étudiée il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, par une étude française, qui ont démontré, parce qu'il y avait souvent discussion entre chirurgie ou angioplastie. Après, maintenant, c'est à peu près codifié. Pour une sténose anastomotique pure, la chirurgie est habituellement recommandée. En revanche, pour les sténoses périanastomotiques, la chirurgie ou l'angioplastie ont des résultats équivalents en termes de perméabilité. Pour les sténoses des veines de drainage, elles entraînent une hyperpression veineuse, avec à la palpation une veine tendue qui bat plus qu'elle ne scrille, un œdème du bras, parfois des anévrismes veineux et en tout cas une mauvaise vidange veineuse du bras lors de l'élévation du membre supérieur. Pendant les séances de dialyse, l'hémostase des points de ponction est difficile à obtenir, obligeant souvent à des temps de compression allongés. Les localisations les plus fréquentes sont la crosse de la veine céphalique, de par sa disposition anatomique. En effet, c'est à ce niveau que la veine céphalique franchit l'aponévrose antérieure de l'aisselle. Il y a donc un conflit anatomique des forces de friction qui engendre un shear stress important et donc le risque de sténose importante. L'autre localisation de sténose est l'anastomose veineuse des pontages, qui est quasi obligatoire avec survenue d'une sténose, le plus souvent dès la fin de la première année d'utilisation du pontage. Pour les sténoses des veines de drainage, le traitement de référence est l'angioplastie. On la réalise par une ponction antérograde dans le sens du flux. On utilise le plus souvent des ballons de haute pression parce que pour dilater les veines, il faut des pressions très importantes, 2 à 3 fois plus importantes que pour une artère, pour déchirer cette hyperplasie intimale. L'insufflation est longue parce qu'il y a souvent un recoil, c'est-à-dire que c'est une sténose élastique qui a tendance à reprendre sa forme initiale dès l'inflation du ballon, et on est obligé de dilater longtemps. Le risque de resténose est bien évidemment important. Les critères d'efficacité de la dilatation sont la disparition d'empreintes sur le vaisseau de la sténose et également la disparition des collatérales, l'amélioration du SRIL et une vitesse sanguine, du flux sanguin plus importante. Je vous montre ici une sténose de la crosse de la veine céphalique avec une collatérale qui s'est bien développée, et après dilatation, non seulement le calibre de la veine est amélioré, mais l'excellent signe est la disparition de toutes les collatérales. Les sténoses des gros troncs veineux proximaux, sans tronc, elles sont redoutables parce qu'elles menacent l'abord vasculaire lui-même, mais également le membre concerné pour la création d'un abord ultérieur. L'atteinte, la sténose peut toucher la veine sous-clavière. En général, ces sténoses sont liées à un ancien cathétérisme de cette veine sous-clavière. Ça peut toucher également les veines intrathoraciques ou la veine cave supérieure. L'hyperpression veineuse cliniquement est majeure, avec un œdème du membre supérieur très important, touchant même l'hémithorax, l'apparition d'une circulation veineuse collatérale importante. Là encore, le traitement est essentiellement endovasculaire. La chirurgie est rare parce que c'est une chirurgie lourde, justifiant de thoracotomie, de sternotomie. Le plus souvent, c'est une résection anastomose de la veine sous-clavière ou sa transposition dans la veine jugulaire interne homo- ou contralatérale avec interposition de matériel prothétique. Ici, c'est le cas d'une sténose de la veine sous-clavière. Comme vous pouvez le voir sur ce cliché, nos patients dialysés sont en général polypathologiques. On voit les fils de la sternotomie, on voit l'image du pacemaker. Donc il faut cohabiter avec les fils, les sondes du pacemaker, avec les anciennes cicatrices. Là encore, l'angioplastie, par son côté peu agressif, et le traitement de référence avec suppression de l'empreinte de la sténose sur le cliché final et surtout la disparition des collatérales.
quelques études récentes sur les angioplasties d'abord vasculaires, une étude de 2010 comparant les stents couverts avec l'angioplastie simple sur les sténoses de l'anastomose veineuse des pontages. Si la perméabilité primaire est équivalente, en revanche, la perméabilité primaire à distance est nettement améliorée par la mise en place d'un stent. La pose de ces stents étant d'ailleurs contre-indiquée dans les zones de ponction, parce qu'une fois que le stent est mis, on ne peut plus ponctionner la veine à cet endroit-là. Encore une étude un peu plus récente de 2013 comparant les stents couverts à l'angioplastie simple ou l'angioplastie stenting, encore une fois de l'anastomose veineuse des pontages. Là encore, il semblerait qu'il y ait un bénéfice à la mise en place d'un stent couvert, probablement par la diminution du shear stress localement. Et les autres techniques qui sont évaluées actuellement, c'est l'utilisation de ballons actifs, de ballons enduits de paclitaxel pour les sténoses de fistules natives, où là, 2 études relativement récentes de 2012 confirme que la perméabilité primaire est améliorée par le ballon actif et permet, comme le montre également une autre étude avec l'étude de la perméabilité secondaire, d'espacer les temps où on peut ne pas redilater une sténose. En conclusion, la prise en charge chirurgicale des sténoses des apports vasculaires relève d'une réelle stratégie visant à maintenir l'abord vasculaire perméable mais également fonctionnel, en associant toutes les modalités de chirurgie conventionnelles et les procédures endovasculaires interventionnelles avec des perspectives intéressantes comme les stents couverts ou les ballons actifs. Je vous remercie. Je vais donner la parole au commentateur Philippe Chapuis. Pardon. Oui, Merci Lydie pour ce résumé sur cette prise en charge de sténoses veineuses qui sont quand même un gros problème dans ces accès vasculaires. Ces sténoses qui sont situées sur l'anastomose, mais également sur la veine, et qui abîment effectivement tout le long la prise en charge. Est-ce que, en matière technique, l'utilisation des cutting balloons qui permettraient d'ouvrir un petit peu plus ces sténoses, c'est-à-dire les libérer de façon plus précoce, et est-ce que les stents de prime intention peuvent être utilisés? Donc, pour les stentings de prime intention, l'étude de 2010 tendrait à prouver qu'il y a un bénéfice à mettre en place un stent couvert de première intention sur les sténoses de l'anastomose veineuse des pontages. Pour toutes les autres localisations, on sait que la reprise, la redilatation de stent peut être plus difficile, voire l'occlusion, la thrombose complète qui rend la redilatation impossible. Donc le stent, oui, dans certaines indications, et en tout cas avec précaution dans toutes les autres, mais parfois on y est contraint quand les conditions anatomiques d'une angioplastie simple ne sont pas retrouvées. Pour le cutting balloon, oui, il a eu des indications, notamment sur les sténoses des troncs veineux centraux, mais également sur les veines de drainage, ce qui permet de couper et de réaliser une angioplastie mécanique en coupant la veine, en la striant pour la dilater. Son coût fait qu'il a été toujours peu utilisé de façon courante. Mais oui, il y avait un bénéfice, notamment sur les gros troncs veineux centraux. Est-ce qu'il y a des... J'ai 2 questions et un commentaire. La première question, c'est combien de cas vous avez? Quel est l'âge des malades? Quel est leur sexe? Enfin, le truc habituel. La deuxième question, est-ce qu'il y a des malades pour lesquels vous avez été amené à faire une transplantation rénale d'urgence, faute de voie d'abord?
Et puis le commentaire, c'est qu'il faut que vous reveniez parce qu'on n'a aucun résultat en ce qui concerne les différentes méthodes que vous avez utilisées. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on ait des résultats pour chaque méthode, qu'on sache exactement ce qu'on doit choisir comme stratégie. Combien des fistules de dialyse, c'est une pathologie qu'on a très fréquemment. Les études, il y en a très peu dans les abords vasculaires. Sur les 5 dernières années... Pardon ? C'est votre étude ? La mienne, elle va bientôt sortir. Je suis en train effectivement de travailler sur le bénéfice des ballons enduits dans les resténoses des abords vasculaires, effectivement. Mais c'est l'abord vasculaire, soit on en fait, soit on n'en fait pas, mais une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on parle, comme je dis toujours, le néphrologue couramment, c'est des malades qu'on revoit régulièrement, parce qu'effectivement, quand je parle de stratégie, quand je parle de prévention de la resténose, c'est un souci permanent. Et de façon permanente, nos patients qui ont une sténose de la crosse de la veine céphalique, on les voit tous les 3, tous les 6 mois, on les redilate. Un jour, on est contraint de mettre un stent, et puis ça se thrombose, et puis on passe à l'autre membre. Et effectivement, on a un tout petit nombre de patients où c'est rare, parce que maintenant on arrive quand même avec la cartographie Doppler, avec la préservation du capital veineux, on arrive très souvent à créer un abord vasculaire, mais parfois, c'est vrai qu'on dit au néphrologue, là, écoute, il faut que ce patient soit transplanté parce qu'il ne nous reste plus rien, c'est un patient jeune et il n'y a plus que le membre inférieur et il faudrait le transplanter avant. Et parfois, on a créé une belle fistule et le patient est transplanté avant d'avoir utilisé la fistule, ça c'est du bonheur. Michel Germain, compliment pour votre très belle présentation avec les stratégies thérapeutiques. Une remarque, dans la littérature mondiale, les chirurgiens passent la moitié de leur temps à réintervenir sur leurs fistules artério-veineuses. Maintenant, 2 questions. Dans votre série, quelle est la proportion des autres complications, anévrisme, sténose, bas débit et thrombose? Et la deuxième question, en cas d'absence de capital veineux, lorsqu'il n'y a plus de capital veineux chez le patient, quelles sont vos solutions? Merci. Donc, actuellement, la stratégie avec les avec les néphrologues, quand on prend en charge, quand on est un peu le chirurgien vasculaire d'un centre de néphrologie, l'objectif c'est 0 thrombose. Donc 0 thrombose, ça passe par une politique acharnée de rechercher et de traiter les sténoses. Donc ces malades sont suivis régulièrement par Doppler, il y a des moyens de surveillance également pendant la dialyse, de façon à dépister la sténose pour la traiter avant qu'elle n'arrive au dysfonctionnement majeur qu'est la thrombose. Quant aux autres pathologies, elles semblent tellement moins fréquentes. Oui, les anévrismes veineux, on en a, mais ils sont pas rares et en général, quand on en a une, là aussi, il faut aller rechercher la sténose en aval. Il se passe quelque chose. Le bas débit, l'hypodébit, soit c'est lié encore une fois à une sténose veineuse en aval, soit c'est une pathologie artérielle, et on rejoindra à ce moment-là la présentation de Philippe Châtelard. Quant à l'absence de matériel veineux, eh bien oui, parfois on y arrive. Après, là encore, c'est toujours une histoire de stratégie. Soit on peut utiliser une prothèse en PTFE, ce sont ces fameux pontages artério-veineux de dialyse, qu'on évite, mais parfois, contraint et forcé, on y arrive. Soit on peut utiliser également des greffes veineuses. Les greffes bovines dont vous parlez maintenant ne sont plus commercialisées. Et on peut également arriver à la décision de cathéter de dialyse tunnelisé définitif en cas de patients âgés, polypathologiques, pour lesquels l'espérance de vie est courte et on finit par arriver au cathéter, en connaissant les risques des cathéters. Oui,
peut-être quelques commentaires par rapport aux réflexions qui ont été faites. Effectivement, là, on voudrait bien proposer une stratégie uniciste sur la prise en charge de ces sténoses. En fait, elle est variable en fonction du siège de la sténose, du nombre d'abord fait. Ce qui est intéressant dans cette communication, c'est les nouveautés, mais pour lesquelles on n'a malheureusement pas encore les résultats, c'est les ballons actifs, avec du produit actif qui empêche la rosténose, voire les stents actifs. Et également, il y a actuellement des endoprothèses, des prothèses vasculaires qui ont l'intérêt de pouvoir être piquées le lendemain. Avant, on était gêné. Dans les cas d'insuffisance rénale aiguë, quand on faisait un abord, il fallait attendre 15 jours, 3 semaines avant de pouvoir piquer une prothèse pour qu'elle soit réhabitée, cicatrisée, pour pas que ça fuit. Maintenant, on a des prothèses que l'on peut piquer le lendemain. On vous apportera avec plaisir les résultats de ces nouvelles techniques, mais ça vient de sortir et on voulait vous en donner la primeur. Voilà, donc ça va. On aura les résultats, c'est dans un an, je pense, à peu près. Mais peu d'études sortent, toujours avec de très petits nombres. Les études que je vous ai montrées, c'est 20-30 malades.